Monsieur Lapasset. Bonjour. Vous êtes en quelque sorte l'artisan du retour du rugby au sein du programme olympique. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur un petit peu la manière dont ça s'est... Mais il y a plusieurs éléments clés dans une candidature. Le premier élément, c'est l'accord de l'ensemble des pays, surtout ne pas montrer de division, ne pas montrer de rupture de communication dans l'ensemble des pays qui sont en charge de la promotion du rugby dans le monde. Donc on avait travaillé beaucoup sur la stratégie de participation des 117 fédérations autour d'un projet de discipline olympique qui n'était pas le 15 mais qui était le 7. Et ça c'est le deuxième critère, bien choisir la référence du sport que l'on veut proposer, et ceci pour des raisons extrêmement précises qui donnent la référence de la qualité du programme olympique. Et la discipline doit parfaitement caler avec cette référence olympique qui doit être d'excellente qualité sur la forme de jeu, sur la technicité, sur la tactique des joueurs, sur la possibilité de dégager un élément sportif d'extrême performance. Donc on avait besoin véritablement de travailler sur la référence de ce jeu. Le troisième élément étant bien évidemment l'approche de la qualité référence olympique par rapport aux valeurs de notre discipline. Trouver un élément qui s'accorde aux valeurs de l'olympisme. Donner la référence qui permet de rentrer dans la famille olympique. Essayer de traduire la partie rugbystique en éléments qui contribuent à renforcer encore l'image olympique à travers le monde. Donner un élément supplémentaire à la référence de la valeur olympique. On a travaillé sur l'ensemble de ces concepts pour vraiment rentrer dans une communication qui n'est pas une communication sur laquelle nous-mêmes on demande un certain nombre d'éléments, mais par contre on apporte beaucoup d'éléments. Demander un vote, c'est faire en sorte que ceux qui vont voter pour vous se reconnaissent dans leur candidature. Et ça, on a besoin véritablement d'approfondir tous ces thèmes dans un travail de lobbying, dans un travail d'approche individuelle, personnelle. On va rencontrer les gens dans leur discipline, dans leur territoire, essayer de faire passer des messages qui donnent l'image d'un sport qui se met vraiment à la disposition du comité olympique. Je crois qu'il faut montrer à la fois beaucoup de détermination, beaucoup de professionnalisme et en même temps une retenue et une prudence dans le fait qu'on demande à quelqu'un de voter pour vous et que ce quelqu'un est en droit d'attendre un certain nombre d'exigences sur son vote. Ça fait partie d'un discours, d'une analyse de chacun des comportements des personnes avec qui on travaille et de permettre véritablement d'être accepté en fin de compte par l'ensemble de la famille olympique. Quels ont été un petit peu les intermédiaires? Comment vous avez fait pour contacter la majorité suffisante pour avoir le vote et j'imagine au-delà? Mais vous savez, il y a eu la première fois que je me suis adressé à une société de l'OBI, c'était une société anglaise, c'est une société avec laquelle j'ai travaillé pendant cette période de 2 ans. Il m'a dit, Bernard, il faut savoir qu'aujourd'hui le rugby il est reconnu à peu près par 15% des membres du comité olympique. Il y a 15% des membres qui savent ce que c'est que le rugby et il y en a peut-être 4 ou 5% qui connaissent les règles. Donc il va falloir partir de très très loin et travailler beaucoup sur la référence individuelle de ce que vous savez du rugby et comment vous allez traduire votre passion pour le rugby auprès de ces gens pour leur faire admettre qu'ils n'iront pas forcément voir des matchs avant le vote, ils n'auront pas forcément grandi dans leur connaissance du jeu, mais ce que vous allez leur dire est extrêmement important pour la valorisation de votre discipline. Donc ça m'a obligé régulièrement de faire le tour des fédérations, de faire le tour du comité olympique et d'aller rendre visite. Je crois que l'important c'est de montrer que le rugby, pour moi c'était le rugby, mais pour d'autres c'est d'autres disciplines, montrer que le rugby est partout chez lui, et partout dans une référence d'intégration des territoires. Qu'il est un sport universel, quelles que soient les origines des gens que l'on va rencontrer, quelle que soit leur culture sportive, quelles que soient leurs difficultés ou leurs qualités, il y a toujours une place pour le rugby et toujours une façon d'aborder notre sport. Donc ça m'a vraiment obligé à véritablement intégrer la connaissance de l'autre. Et la connaissance de l'autre, c'est véritablement la clé de ce qui nous permet de communiquer ensemble. Donc, tant au niveau de l'IRB que de la FIRA ER ou de l'ERC, la France a réussi à se placer un petit peu dans le monde du rugby, qui est un monde traditionnellement anglo-saxon. Comment elle a réussi à se positionner ainsi? Et est-ce que c'est pas trop difficile en tant que Français d'évoluer et de s'imposer un peu dans ce monde anglo-saxon? Je crois qu'il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que la France est un territoire économiquement fort, avec un rugby de qualité qui est capable de rivaliser avec les meilleures équipes du monde, quelle que soit la compétition. Donc ça, c'est un élément majeur. C'est d'exister d'abord en tant que référent pays du rugby. Et la France, progressivement, s'est imposée tout au long de son histoire, quelles que soient ses générations,
à travers le monde par des rencontres d'excellente qualité et par des références qui contribuent à renforcer l'image de la France comme nation de rugby. Ça, c'est le point de départ. Deuxième élément, pour entrer dans une référence de pouvoir et donc de responsabilité, il faut faire la preuve qu'on est capable d'apporter quelque chose au monde britannique, de leur montrer que la particularité de la France, c'est d'être aussi dans une référence différente, mais qui donne d'autres valeurs ajoutées au rugby international. Et tout mon débat pour être élu à la présidence, c'est de montrer que la France s'est organisée. J'ai fait une Coupe du Monde en 2007 qui a permis de donner les meilleurs résultats sportifs et économiques de la Coupe du Monde depuis son origine. Il faut savoir qu'en 2007, le produit commercial retiré pour l'IRB a été supérieur à l'ensemble des Coupes du Monde précédentes réunies. Donc c'était un chiffre extrêmement important. Cette qualité-là témoigne de la valeur ajoutée que la France, et moi en qualité de président, a pu apporter à l'épanouissement du rugby international, donc britannique. Et ensuite, pour les votes, il faut être un peu plus attentif aux préoccupations de chacun. Et l'important, c'est souvent de diviser les votes. Alors, est-ce qu'il existe des soutiens traditionnels en dehors de la francophonie de la France dans le monde du rugby? Oui, on a quand même la chance d'avoir une référence latine. On se concentre beaucoup dans une référence de pays latins. Il faut savoir qu'à une époque, qui remonte déjà un certain temps, j'avais créé la Coupe latine qui réunissait l'Argentine, l'Italie, la Roumanie et la France. C'était l'occasion de pouvoir garder un lien fort entre les pays latins. Depuis, on a créé des fédérations en Espagne, au Portugal, en Géorgie, dans d'autres pays européens, pas forcément d'origine latine naturelle, mais qui ont été dans des territoires latins et qui ont contribué à renforcer ce pouvoir-là. Ça, c'est une force extraordinaire pour nous. Le Chili est venu s'y joindre, l'Uruguay. On a eu véritablement une convergence d'intérêts qui font qu'aujourd'hui, la France n'est plus isolée dans un contexte international comme l'IRB. Elle a, dès le départ, un pouvoir complet sur ces liens qu'elle a su tisser. Et j'ajouterai bien sûr l'Afrique qui a gardé avec sa francophonie un élément de référence complémentaire. Y a-t-il de bons procédés de lobbying ou, à contrario, est-ce qu'il y a des mauvais sur lesquels il faut appuyer? Vous savez, d'abord, le mot lobbying en France est un mot qui n'est pas très bien admis. On prend toujours les lobbyistes pour des tricheurs. Là-dessus, il faut vraiment être clair. Le lobbyisme est un métier. Il y a des bons lobbyistes et il y a des mauvais lobbyistes. Donc, ça fait partie de la référence du choix qu'on doit faire. Prendre les meilleurs, c'est la référence que chacun souhaite. C'est un vrai métier qui a sa déontologie, qui a ses codes de vie. Il faut bien savoir que c'est un métier extrêmement important aujourd'hui si on veut gagner dans une référence de dossier international. Y a-t-il des bons procédés? Bien sûr qu'il y a des bons procédés. Je crois qu'il faut être extrêmement vigilant et extrêmement attentif à la demande. Ces bons procédés de lobbying sont ceux qui sont véritablement constitutifs d'une identification bien précise du produit, d'une référence extrêmement précise du leader d'opinion, de celui qui porte le dossier, d'une convergence derrière ce projet d'intérêts complémentaires qui sont d'intérêts économiques, d'intérêts politiques, d'intérêts diplomatiques. On a besoin de configurer un certain nombre de rôles convergents derrière la candidature. Seul, on ne peut pas gagner. Ensemble, si on n'est pas organisé, on ne peut pas gagner. Mais dans une convergence d'intérêts, dans une référence de lobbying organisée et structurée, on a toutes les chances de remporter son pari. Comment le rugby se prépare-t-il aux Jeux Olympiques? Nous sommes dans une phase de préparation avec les gens du CIO, avec le staff du CIO, bien évidemment. On a travaillé très directement sur les modes de qualification. Ça, c'est le premier thème. Avec un élément majeur aujourd'hui, faire participer le plus grand nombre de nations. Il faut savoir qu'avec les Jeux Olympiques, on rentre dans 205 nationaux olympiques, comités nationaux olympiques. On a donc la chance aujourd'hui de pouvoir compter de nouvelles nations. Eh bien, travaillons avec ces nations, formons des équipes, formons des fédérations, travaillons sur des modes de qualification de façon à élargir la base. Bien sûr que les meilleurs seront au rendez-vous, mais véritablement rentrons dans un domaine où le monde de l'olympisme contribue véritablement à renforcer l'image du rugby. Et le rugby, de son côté, doit enrichir le plateau présenté pour les Jeux Olympiques en 2016 à Rio et en 2020, puisque nous sommes qualifiés pour les 2 prochaines éditions du monde olympique.